Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, on va se le dire, nous touche pas mal tous, le travail. Mais attention, on va regarder ça sous un angle complètement nouveau, celui de l'ergonomie. Pensez juste à une journée de travail. N'importe laquelle. Les petites douleurs qui apparaissent, la fatigue qui s'installe, l'impression qu'on se bat un peu contre nos outils ou notre bureau. On se dit souvent que c'est normal, hein? Mais et si ça ne l'était pas? Si c'était un signe que notre travail, littéralement, est en train de se battre contre nous. Et voilà, on est en plein dedans. C'est ça, le cœur du problème. D'un côté, il y a nous, les humains, avec nos forces, mais aussi nos limites. De l'autre, il y a les exigences du travail. Puis entre les deux, il y a une tension, un conflit un peu silencieux qui se passe dans des millions de bureaux et d'usines chaque jour. Pendant longtemps, la façon de penser, c'était d'essayer de faire fitter la personne dans la job. Vous savez, trouver la cheville carrée pour le trou carré. On fait passer des tests, on sélectionne les gens. Mais on s'entend, cette approche-là, elle a de grosses limites. C'est justement là que l'ergonomie arrive et propose carrément une révolution. Parce que soyons clairs, l'ergonomie, c'est pas juste une histoire de bon sens ou de s'acheter une belle chaise de bureau confortable. Non. C'est une vraie science, une discipline super rigoureuse qui a été pensée exactement pour ça. Régler ce conflit entre l'humain puis sa job. OK, regardons le mot lui-même. C'est pas mal révélateur. Ergonomie. Ça vient du grec ergon, qui veut dire travail, et nomos, qui veut dire loi. Donc, littéralement, les lois du travail. L'idée, c'est vraiment de comprendre les règles de base de comment un humain interagit avec son environnement pour que tout roule mieux, autant pour le bien-être que pour l'efficacité. Puis attention, c'est pas une idée qui date d'hier, là. Déjà, à la Renaissance, il y avait des médecins comme un certain Ramazzini qui avaient remarqué que, hey, certains métiers, ça rend les gens malades. C'est fou, hein? Pareil. C'est sûr que la discipline est devenue plus officielle au 20e siècle, avec des sociétés savantes puis tout ça qui ont mis de l'ordre dans la recherche et la pratique. OK, c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Le changement de mentalité est énorme, surtout dans le monde de l'ergonomie francophone. On a fait un vrai virage à 180 degrés. Avant, on se disait, bon, trouvons quelqu'un qui est capable de faire ce job-là, même si elle est dure. Maintenant, la question c'est comment on peut changer la job pour que pas mal n'importe qui puisse la faire sans se briser le dos et en étant efficace. La différence est fondamentale. Le problème, c'est que quand on ignore cette nouvelle façon de voir les choses, ça coûte cher. Mais je ne parle pas juste d'argent. Ça coûte cher aux entreprises, bien sûr, mais ça coûte aussi très cher aux individus. On parle de souffrance physique et mentale. Regardez ce chiffre. Juste pour y penser 2 secondes. 17,8 milliards de dollars par année, juste au Canada. C'est le coût des troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, toutes ces blessures qui viennent d'un travail qui n'est pas adapté à nous. C'est une vraie hémorragie pour l'économie. Et pour mettre ça en perspective, regardez la proportion. 40% de toutes les blessures au travail, c'est des TMS. C'est presque la moitié. On n'est pas en train de parler d'un petit problème à la marge, là. C'est un des plus gros, si ce n'est pas le plus gros enjeu de santé-sécurité au travail en ce moment. Et derrière ces chiffres, il y a des gens, des histoires qui sont souvent terribles, parce que ça se fait progressivement. Au début, stade 1, on a un peu mal pendant la journée de travail, mais le soir, on repose, ça passe. Ensuite, stade 2, là, la douleur reste. La nuit, la fin de semaine, on commence à être moins capable d'en faire. Puis vient le stade 3. La douleur est là tout le temps, constante, même pour des gestes simples à la maison. Ça peut durer des mois, des années. C'est un engrenage, puis c'est hyper important d'agir avant d'en arriver là. Alors, la question c'est comment on fait pour stopper ça? La toute première étape, la plus cruciale, c'est de comprendre ce qui se passe pour vrai. Pas sur papier, mais sur le terrain. Et ça nous amène à une distinction qui est au cœur de l'ergonomie. Il y a ce qu'on appelle la tâche prescrite. C'est le plan de match, mettons, le manuel de procédure. Est-ce que la direction pense qu'on fait ce qu'on est supposé de faire? Et de l'autre côté, il y a l'activité réelle. C'est ce qu'on fait en vrai, pour que la job se fasse malgré l'imprimante qui bug, le client qui est pressé, l'outil qui manque. C'est dans cet écart entre les deux que tout se joue. C'est là qu'on trouve les risques, mais c'est aussi là qu'on trouve l'intelligence et la créativité des travailleurs. Cette citation-là, elle est parfaite pour expliquer ça. On entend tout le temps parler d'erreur humaine quand quelque chose va mal. Mais un ergonome, lui, il ne va pas s'arrêter là. Il va plutôt se demander, OK, mais quelles étaient les conditions? C'était quoi la pression, les contraintes qui ont poussé cette personne-là, qui voulait juste bien faire sa job, à faire cette erreur? Ça change toute la perspective. Alors, comment on fait pour comprendre ce travail réel? C'est pas en lisant des rapports dans un bureau, ça c'est sûr. La seule façon, c'est d'aller voir, d'être sur le plancher. L'outil numéro 1 de l'ergonome, c'est ses yeux, c'est l'observation. C'est exactement ça qu'on voit ici. C'est ça, l'ergonomie en pleine action.
On regarde tout, les gestes, les postures, l'environnement. On essaie de comprendre comment le corps est utilisé minute par minute pour faire le travail. C'est un vrai travail de détective, honnêtement. Et une fois qu'on a toutes ces observations, on les analyse avec des outils. Ça, par exemple, c'est un chronogramme. Ça a l'air compliqué, mais en gros, ça permet de mettre sur papier toute l'activité, de la décortiquer. On voit la suite des actions, combien de temps ça prend, et c'est là qu'on peut trouver les moments plus difficiles, les gestes répétitifs, les contraintes qu'on ne voyait pas au premier coup d'œil. Bon. Une fois qu'on a fait tout ce travail de détective, qu'on comprend vraiment ce qui se passe, là, on peut commencer à parler de solutions. Et la solution, c'est de transformer le travail. On arrête d'essayer de changer la personne et on se met à concevoir des outils, des espaces, des façons de faire qui sont, eux, adaptés à la personne. Il y a une citation de Catherine Tegger, qui est une grande dame de l'ergonomie que je trouve géniale. Elle dit ça et ça résume tout. On n'est jamais trop vieux. On est trop vieux pour faire tel ou tel travail. Le problème, c'est pas la personne, son âge ou ses capacités. Le problème, c'est la job qui n'a pas été pensée pour la diversité des gens, incluant ceux qui prennent de l'expérience avec l'âge. Et pour y arriver, la démarche de prévention, elle suit une logique vraiment claire. Numéro 1, la meilleure chose à faire, c'est d'éliminer le risque, carrément. Si on ne peut pas, alors on l'évalue, puis on le combat directement à sa source. Le 4e principe, c'est le grand principe, adapter le travail à l'humain. Et finalement, on va toujours prioriser les solutions qui protègent tout le groupe, plutôt que de demander à chaque personne de se protéger individuellement. Alors, pour finir, je lance une question en l'air. La prochaine fois que quelque chose est inconfortable, qu'un outil est difficile à utiliser ou qu'une procédure semble beaucoup trop compliquée, au lieu de se dire « c'est moi le problème », pourquoi ne pas se demander « est-ce que c'est possible que cet objet, ce logiciel ou cette façon de faire n'a juste pas été pensé pour un humain ?» Juste se poser la question, ça pourrait bien changer notre façon de voir les choses.